Alors aujourd'hui, je fais ce petit direct suite juste à une question là immédiatement qu'une de mes clientes vient de me poser. Donc c'est vraiment à chaud. Elle me disait qu'elle était complètement saturée en fait dans ses pensées, qu'elle n'arrivait plus du tout à lâcher prise, à faire du vide, à arrêter d'analyser, de ressasser, voire des fois de procrastiner, qu'elle n'endormait plus la nuit. Donc elle arrivait à un niveau mais vraiment total en fait de saturation. Et donc c'est une personne qui est hypersensible. Donc en fait déjà là pour un petit peu comprendre l'origine dans les différents piliers de l'hypersensibilité, là ça répond vraiment à l'hypersensibilité cognitive. Alors je tiens aussi à rappeler que derrière tout ce qui apparaît comme faiblesse ou comme voilà c'est plutôt pour moi un challenge. Donc on peut vraiment transformer en opportunité si on arrive juste à twister. Donc déjà pour répondre à sa question, en fait, moi je lui ai proposé trois pistes. La première piste, c'est tout simplement la visualisation aidée aussi de la respiration. Donc ce que j'entends par visualisation, c'est tout simplement en fait s'imaginer que c'est comme si notre cerveau se déplaçait dans notre cœur. Voilà, comme si vous imaginiez, vous fermez les yeux, vous voyez votre cerveau qui se déplace, qui descend en fait dans votre cœur. Pour s'aider, vous pouvez vraiment faire des exercices de cohérence cardiaque. Donc il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Ça a été prouvé scientifiquement, donc au niveau de la cohérence cardiaque, que ça allait justement rouvrir d'autres voies de communication neuronales que les voies classiques au niveau de nos hémisphères cérébraux, que ça allait justement permettre une communication plus profonde entre d'autres centres de notre corps, notamment ici par exemple le cœur, et justement ces neurones situés dans nos hémisphères. Donc le principe de la respiration en cohérence cardiaque, c'est d'augmenter en fait les temps d'inspire et les temps d'expire. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur longtemps, vous pouvez le faire voilà sur une bonne minute déjà, vous verrez un effet notable et un apaisement du mental. Donc allonger la respiration par exemple en comptant dans sa tête sur 5 voire 6, 7 temps. Après, il faut que ça reste aussi confortable parce que là, on va un petit peu forcer la respiration naturelle dans un premier temps. Et c'est comme si on donnait en fait l'ordre au cerveau à ce niveau-là que là il se passe quelque chose. Je respire différemment, donc je vais intégrer une autre information et justement cette information, je vais aussi aller la chercher dans mon corps et non pas seulement dans ma tête. Donc ça c'était la première piste. La deuxième piste, en fait, c'était la mise en place d'une action. Vous pouvez aussi très bien, donc à ce moment-là, suivant vos affinités, dire bon, bah, là je sors, je quitte la pièce si vous le pouvez. Vous quittez votre environnement immédiat dans lequel vous êtes un petit peu la saturé. Vous allez prendre l'air, par exemple, ou bien vous allez marcher, vous allez courir. Mais voilà, vous allez rentrer en fait dans une action. Cette action, vous voyez que c'est le même principe que la première piste. C'est en fait arriver à replonger dans le corps pour avoir en fait d'autres informations, d'autres perceptions. La troisième piste, c'est d'imaginer aussi un gros panneau stop au niveau de vos pensées, parce que justement là le fait de se dire j'ai ces pensées mais je ne suis pas mes pensées, vous êtes observateur finalement, ça va permettre aussi petit à petit avec de l'expérience, de l'exercice, de la pratique, d'arriver à maîtriser vos pensées et toujours revenir à vos perceptions. Tout simplement, dans le moment présent, de se dire, là, dans cette pièce, dans ce nouvel environnement, où est-ce que je peux voir, par exemple, la couleur jaune? Où est-ce que je peux voir, je sais pas, une forme carrée? Et s'amuser comme ça, comme un détective, à essayer, en fait, de réaiguiller toute votre intention au niveau de vos sens, de vos perceptions visuelles, auditives, olfactives, kinésiologiques, enfin, peu importe, vraiment, amusez-vous pour juste revenir, en fait, au moment présent. Au-delà de tout ça, bien sûr, il y a des techniques qu'on peut mettre en place, qui sont par exemple la méditation. D'ailleurs, je propose un voyage aussi intérieur le 24 mars prochain à 19h30 qui s'appelle Préparons notre printemps. Donc, l'objectif, ça va être justement de ressourcer notre terre intérieure, notamment par rapport à tout l'hiver là qu'on a traversé, qui était quand même rude sous bien des aspects. Et puis, justement, par la méditation, d'apaiser le mental. Alors, pour un petit peu expliquer davantage pourquoi c'est lié à l'hypersensibilité et comment on peut transformer aussi
ce problème, entre guillemets, qu'on perçoit surtout en tant que tel, en force, en opportunité. Ce que je rappelle derrière aussi, cette capacité de penser, c'est une capacité d'analyse, de traitement de l'information en profondeur qui est énorme. Notamment, la chercheuse américaine Hélène Aron a montré en étudiant justement dans sa patientèle, sur des populations types, sur des expériences, que les zones du cerveau au niveau des imageries IRM de traitement de l'information en profondeur étaient beaucoup plus justement activées chez les hypersensibles. L'exemple tout simple qu'on peut prendre, c'est vous voulez retenir votre code pour votre carte bancaire, vous allez peut-être inconsciemment mais chercher plein de chemins, des astuces mémotechniques, trouver une logique aux chiffres, etc. Et ça, c'est bien vos câblages en fait au niveau de vos hémisphères, de votre cerveau qui permettent de le faire. Donc bien sûr, pour aller plus loin, cette capacité peut vraiment être au service de votre job, de votre boulot. Je connais par exemple des hypersensibles qui sont dans le milieu de tout ce qui est technologie de l'information. Par exemple, grâce à leur capacité d'analyse, donc ils sont analystes, développeurs, créateurs de programmes, etc. Donc tout cela, toutes ces facultés en fait qui sont vraiment partie intégrante de l'hypersensibilité cognitive vont leur servir comme une force. Je souligne aussi qu'un grand chercheur scientifique, Albert Einstein, était un hypersensible. Et il s'est notamment avéré que dans ses grandes découvertes scientifiques, c'est grâce à ce câblage en termes de recherche qu'il a pu des fois découvrir, observer, visualiser des choses que d'autres personnes, d'autres chercheurs de l'époque n'étaient pas en capacité de le faire. Et c'est certainement également ce qui a fait une partie de son génie. Et ces résultats, pour l'instant, beaucoup, on ne les comprend, ne les perçoit encore pas pour ce qu'ils sont dans leur globalité, ou en tout cas on aperçoit peut-être seulement une partie de la portée des informations qu'il voulait nous transmettre. Dans d'autres milieux, comme par exemple le milieu du cinéma, il y a beaucoup d'acteurs qui sont hypersensibles. Et il y a notamment eu un témoignage donc d'une actrice qui s'appelle Winona Ryder, qui a fait partie de la série Stranger Things, qui est une série donc de science-fiction policière, où en fait elle a réussi à incarner un personnage très complexe, donc en fait en incarnant le rôle d'une maman qui a en fait un fils qui a disparu, et toute la série justement est basée sur la recherche de pistes, des fois paranormales, etc. Et cette capacité d'analyse, de comprendre les tenants, les aboutissants du personnage, elle dit clairement que c'est ça qui lui a permis en fait d'avoir le rôle et de remporter le casting, alors qu'elle était en compétition quand même avec d'autres actrices qui étaient très connues également. Il y a plein d'autres exemples dans le milieu du cinéma, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Emma Watson, mais également des hommes politiques comme par exemple Barack Obama, grâce à cette capacité en fait d'analyse, des fois visionnaire, ont pu justement atteindre des postes avec ce niveau de responsabilité, puisque justement ils se sont servis de cette capacité en fait comme une force. Il y a aussi derrière cela, bien sûr, un autre challenge, c'est celui de la remise en question, finalement, parce que quand on va être dans les pensées, c'est aussi beaucoup des fois de doutes, de questionnements, on cherche à comprendre, etc. Bien sûr, le challenge, c'est le côté perfectionniste, de pas avoir forcément de vérité absolue ou de logique absolue, mais garder la force, c'est-à-dire cette capacité de se remettre en question, qui peut aussi vraiment faire évoluer en fait la personne, puisque vos vérités vont évoluer avec vous, votre personnalité par définition n'est pas figée, même si pour un temps vous aurez peut-être l'impression d'avoir assis dans votre vie une certaine vérité, mais en évoluant vous allez peut-être justement en changer, et ça c'est pas quelque chose, ça peut paraître comme une instabilité, mais pour moi, c'en est pas une, puisque la vie en tant que telle est quelque chose qui est instable en fait. C'est un mouvement permanent. On est un petit peu comme des funambules finalement sur un fil, et il est question d'essayer de tendre vers un équilibre, mais cet équilibre, il s'atteint aussi avec des oscillations de part et d'autre. Donc, quand on est sur le fil, on peut aussi également voir les deux côtés. Et ça, c'est une vision, en fait, entre guillemets,
un petit peu où on prend de la hauteur. On n'est pas juste dans soit le côté blanc ou le côté noir, la faiblesse ou la force, mais on voit finalement les deux côtés et on arrive vraiment à en tirer bénéfice pour sa vie, mais aussi pour son entourage et puis son environnement. Donc je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt parce il y a plein d'autres piliers dans l'hypersensibilité et je pense qu'il y a plein d'exemples à donner pour essayer vraiment en tout cas de la toucher un petit peu plus subtilement et d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.